Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, c'est le Big Rusty. Preview complète de l'UFC 304. Alors oui, la carte n'est pas la plus ronflante de ces dernières années, mais particulièrement dense pour le grand retour de l'UFC à Manchester. Première fois que l'UFC revient. En vrai, je suis très hypé. Hein. Il y a longtemps que j'étais pas aussi content de me réveiller. Comme ça, à 6h du matin. Première fois donc, que l'UFC revient depuis la victoire de Michael Bisping contre Dan Henderson il y a une éternité, où Michael Bisping faisait sa première et seule défense de son titre middleweight. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Mais si vous voulez vibrer avec l'UFC 304, vous inscrivez sur BetClick avec le code SUEUR et le premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en free bet s'il est perdant. Le montant du remboursement est égal au premier pari et il est reversé en crédit de jeu non retirable. Vous voulez pimenter votre soirée, vous mettez par exemple, là vous regardez, tac tac tac, vous mettez Leon Edwards par victoire, parce qu'il paraît évidemment favori, vous mettez 10 € et vous repartez avec un gain de 3,40 €, donc 13,40 €. Voilà comment ça se passe. Et attention les gars, on ne le dira jamais assez, parier est interdit aux mineurs. Le pari sportif doit rester un jeu. Il faut jouer en fonction de ses moyens. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, alors j'insiste bien là-dessus. Gardez le contrôle. C'est parti pour la preview de l'UFC 304. On va, vous savez, monter crescendo. Et on va commencer par les deux chouchous de Big Rusty. Il en a parlé pas mal de fois. Christian Leroy Duncan et Grégory Rodriguez, a.k.a. Robocop. D'ailleurs, Grégory Rodriguez, je suis particulièrement choqué hier quand je faisais mes petites recherches. Sais-tu qu'il n'a qu'un an de plus que nous? Hein? Oui. Attends, il a 30 depuis. Oui, donc je me disais, il va peut-être falloir qu'on mange comme lui parce qu'il y a un problème. Ah, c'est pas possible, c'est quoi son vécu pour avoir la tête d'un mec de 45 piges comme ça? Oui, alors qu'on a vécu quand même beaucoup plus de choses que lui. Tu te souviens, notre enfance à Tijuana, là, c'était pas... Oui, voilà, ouais, bah, c'est sûr. Hein. Vous voyez à peu près le film Sicario, bah voilà, c'était notre enfance. C'était notre enfance. Faudrait qu'on en parle un jour de ça, mais bon, on n'est pas là pour parler de nous. On est là pour parler du choc middleweight en ouverture de main card entre Christian Leroy Duncan et Grégory Rodriguez. Donc franchement intéressant parce que ça confirme un petit peu ce côté next-gen, surtout pour notre Britannique préféré, je ne sais pas, mais en tout cas qui a de solides arguments. Tu rajoutes juste des mots pour rajouter des mots. Oui, alors c'est effectivement un combat qui, je pense, peut être très spectaculaire. Les deux sont réputés pour être extrêmement spectaculaires debout déjà, puisque Grégory Rodriguez, on l'appelle Robocop parce qu'il marche comme Robocop quand il avance. Vraiment, tu as l'impression qu'effectivement, en fait, son dos est un espèce de pylône. C'est pour ça aussi que son âge me surprend, c'est que tu as vraiment l'impression parfois qu'il bouge comme Dan Henderson, justement. Mais par contre, on rigole, mais dès que ses mains touchent n'importe quelle partie de ton corps, dès que ses poings touchent ton visage ou ton corps, ça rigole beaucoup moins. Il choque tellement. Ouais. Oh là là, c'est terrible comme début de podcast. Mais il choque par sa puissance. Il choque par sa puissance. Et vraiment, allez, faut qu'on arrive à décoller là. Et il choque parce que il y a même des moments où il est très mal en point dans un combat et en fait, le simple fait qu'à un moment donné, il va te mettre une droite, ça change radicalement le combat. Juste parce que il a cette puissance en lui cette fameuse puissance que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Lui, il l'a. Et pourtant, à la base, c'est un mec qui vient du jiu-jitsu brésilien, il est champion du monde de jiu-jitsu brésilien, mais à l'UFC, grosso modo, il s'est transformé en ah, mais en fait, je peux tuer les mecs à main nue debout, en fait. Et du coup, il a continué à faire ça pendant toute sa carrière. Néanmoins, et c'est ça qui va être intéressant avant de passer à Christian Leroy, c'est un gars qui faisait beaucoup la bagarre. Vraiment, il y a des moments où il se retrouvait dans des fusillades, mais vraiment menton en l'air, en mode tranquille, et juste, on mord le protège-dents et on y va. Et il s'est fait mettre KO assez récemment dans son avant-dernier combat avant-dernier combat contre Bruno Ferreira. Et ben, il y a eu le combat contre Brad Tavares, mais qu'il a gagné quand même au round 3, mais contre Denis Tuliulin, qui était le combat juste après son KO, on a vu qu'il était en mode, maintenant je vais quand même essayer d'utiliser toutes mes forces en MMA pour
grosso modo me débarrasser de mes adversaires sans prendre trop de dommages. Et contre Tuliulin, il a fait, je crois, je sais pas, peut-être 40 secondes, une minute de combat, puis il l'a mis au sol et il a explosé. Mais quand je dis explosé, on parlait de la puissance là monstrueuse de Robocop. En 2 coups de coude en ground and pound, le mec était inconscient. C'est terrifiant, vraiment, hein. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est on a un gars qui, debout, quand il touche, il fait mal, il est spectaculaire, et quand ça va au sol, quand il t'y amène, c'est un ancien champion du monde de jiu-jitsu brésilien, et à chaque touche, le mec te choque à vie. Et en face, on a donc le fameux Christian Leroy Duncan, qui est assez jeune pour un middleweight, qui a 28 ans, et alors là, debout, vous allez difficilement trouver plus spectaculaire. En middleweight, en plus, ce qui est assez rare, il fait des coups de pied, mais de tous les coups de pied qui existent, il les fait. Et parfois, dans le même combat, il fait même un truc que j'adore, parce que du coup, ça vient du Kyokushin, qui est le Valerie Kick. C'est un low kick avec le talon. Et enfin, vraiment, c'est déjà essayer de voir dans votre tête comment ça marcherait. C'est pas évident. Bah, c'est encore moins évident à faire en vrai, mais ça marche de ouf et c'est vraiment rare. Après, voilà, on pourrait se dire, oui, mais savoir faire 40 milliards de kicks, comme disait Bruce Lee, c'est bien, mais vaut mieux savoir en faire un très bien. C'est vrai. Mais il est efficace dans ce qu'il fait. Oui, il est un peu flamboyant et un peu chien fou, mais il est quand même efficace dans ce qu'il fait. Il fait mal. Et là, on a vraiment l'impression qu'il commence à trouver sa manière de combattre qui marche le mieux pour lui et dans laquelle il trouve vraiment de manière optimale son efficacité. Et c'est pour ça que je suis très curieux, c'est que est-ce que Grégory Rodriguez, à chaque fois j'ai envie de dire Grégory Baben, est-ce que Grégory Rodriguez va essayer de rester debout, sachant que Christian Leroy Duncan, il est plus mobile, il est, je crois, plus grand, quasiment certain, il a plus d'allonge, il me semble aussi, et surtout, voilà, il bouge énormément, si tu lui laisses de l'espace, ça devient tout de suite très très compliqué pour toi, Christian Leroy Duncan. Et pour un mec qui, oui, certes, quand il touche, il fait mal, mais enfin, encore faut-il qu'il touche et pas qu'il brasse de l'air pendant 15 minutes. Pour Grégory Rodriguez, ça peut être intéressant, là, d'appliquer ce fameux, bon, je vais essayer de lui mettre la main dessus et de le mettre au sol parce que c'est peut-être là où j'aurai le plus de succès. Mais ça peut aussi faire une grosse bagarre debout où il arrive à chasser et cadrer Christian Leroy Duncan pour essayer de le pilonner. C'est juste que, voilà, c'est pas forcément son fort de réussir à être le général de l'octogone. Mais donc voilà, ça peut faire vraiment un combat très spectaculaire de manière générale, quoi. Ben alors, quel est le pronostic, Big Rusty? Je vais quand même mettre Christian Leroy Duncan Oh, parce que je pense que il est parfaitement conscient des forces de Grégory Rodriguez et il a, je crois, suffisamment de compétences avec sa mobilité, avec vraiment son côté aérien et en même temps, quand il touche, il te démonte. Je pense pour rester la majorité du temps debout et à le pilonner à distance, Grégory Rodriguez. Et si ça va au sol, j'aurais tendance à me dire peut-être qu'il peut se relever, mais je suis pas convaincu, encore convaincu. Donc j'attends de voir pour ça. Mais voilà, malgré cet inconnu un petit peu, je mets quand même Christian Leroy Duncan. je mets aussi CLD. Qui s'imposera chez lui face à Grégory Rodriguez. Gros test, néanmoins le plus grand de sa carrière jusqu'à présent. J'avais oublié en ouverture de main card, et quel oubli, Arnold Allen contre Giga Chikadze. Giga Chikadze, bah, tout le monde est redescendu assez salement depuis sa défaite face à notre cher, j'oublie son Calvin blaze, Kattar. face à Calvin Kattar, exactement, merci Big Rusty. Et du côté d'Arnold Allen, oui, il y a eu des défaites lors des derniers combats, mais face à Movsar Evloev et Max Holloway, donc qui sont véritablement des tauliers de cette catégorie, et puis contre Movsar, c'était assez serré. Donc ça n'entache en rien, on va dire, tout le potentiel qu'Arnold Allen. Néanmoins, bah, il faut enrayer cette spirale un petit peu négative pour lui. Alors, quel pronostic pour ce combat-là? Et puis analyse avant, hein, évidemment. Bah, ça va être un combat, ça va être intéressant de voir où il se passe parce que de la même manière que le combat précédent, Arnold Allen, je me dis peut-être qu'il peut essayer de se rendre le combat plus facile en faisant vraiment du MMA total. Voilà, on sait qu'Arnold Allen, c'est l'école Tristar. Ça fait des années qu'il est un peu sous l'aile de Firas Zahabi et qui s'entraîne au Canada, dans le meilleur club du Canada, avec tous les monstres qu'on connaît, les Georges Saint-Pierre et autres. On sait qu'il est extrêmement bon, excellent partout, Arnold Allen, et excellent debout au point où il fait des différences, hein. On l'a vu. Alors,
c'était un Dan Hooker qui descendait en featherweight, certes, mais il l'a quand même atomisé. Et atomisé avec une violence où je pense que cet Arnold Allen-là peut faire très très mal à n'importe quel featherweight. Il est très technique, très très technique et très stratégique debout. Donc il peut faire mal, on l'a dit, mais c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit avant pour les game plans et pendant et qui est capable de s'adapter aussi en combat. Donc je me dis, Calvin Kattar, il l'a gagné techniquement contre Giga Chikadze en utilisant vraiment magnifiquement son anglaise pour contrer le jeu de kick de Giga Chikadze. Donc c'est avec intelligence qu'il a gagné et avec ses capacités athlétiques, mais un game plan aux petits oignons de Arnold Allen et Firas Zahabi pour essayer de contrer un petit peu le jeu s'il ne s'est pas adapté. Mais je pense que voilà, il aura fait des adaptations, bien sûr, Giga Chikadze. Mais je pense que Arnold Allen peut potentiellement gagner debout contre Giga Chikadze, alors que on rappelle que le Géorgien, c'est un ancien du Glory, c'est un gars qui est terrifiant avec ses kicks. Et vraiment, debout, il y a énorme risque constamment avec Chikadze. Mais je pense qu'Arnold Allen peut faire la différence de ce côté-là aussi, mais c'est surtout que l'école Tristar, vraiment la raison pour laquelle on en parle et pour laquelle on cite GSP, c'est qu'ils sont excellents pour amener le combat là où c'est intéressant de l'amener. Ils sont connus, les gens à Tristar, pour être particulièrement complets. Et Arnold Allen, c'est peut-être maintenant leur tête d'affiche, c'est peut-être leur poster boy du club, quoi. C'est celui qui est au plus haut niveau, je crois, de Tristar, hein, de manière générale. Et il aurait peut-être intérêt à utiliser, soit effectivement mettre la pression à Chikadze pour essayer de le coller contre la cage, pour essayer peut-être de travailler un peu en clinch contre la cage, peut-être un peu de dirty boxing, puis ensuite peut-être l'amener au sol et travailler au sol. J'aurais tendance à croire que ce serait plus facile pour Arnold Allen de disposer de Giga Chikadze s'il utilise toutes ces armes-là. Et donc, ce que ça voudrait dire, c'est que il amène des incertitudes aussi à Giga Chikadze, puisque pendant le combat, il peut faire ses feintes d'amener au sol, il peut voilà, essayer de le dépasser en termes de stimulation et d'information. Mais, en revanche, si ça reste debout et qu'il est à l'aise debout, Giga Chikadze, ça peut faire un combat magnifique. Parce que comme tu l'as dit, voilà, il a perdu que contre Max Holloway debout, mais tout le monde perd. Et contre Movsar Evloev, c'était extrêmement, extrêmement serré. Et Movsar Evloev, il est invaincu, hein. Maintenant, il est à 18-0, je crois. Et c'est pas pour rien. Donc, ça peut faire un combat magnifique debout, voilà, pour résumer. Mais je pense qu'il a les armes pour disposer de Giga Chikadze. Mais voilà, Chikadze, c'est pareil, hein. C'est un mec, on l'a évoqué vite fait, mais pareil, on parlait de Christian Leroy Duncan. Chikadze, c'est la même. Il a ses kicks au foie, là, ses crescent kicks au foie sont terrifiants tellement ils sont efficaces et ils te plient. Et tous ces kicks, tu sais jamais vraiment d'où ça vient. C'est mis avec une décontraction extraordinaire, précision de fou, superbe timing. Donc voilà, ça peut être aussi un combat tactique et technique, mais aussi spectaculaire, hein, potentiellement. Je vois une victoire d'Arnold Allen de mon côté également, et je pense qu'il va disposer assez facilement de Giga Chikadze, malheureusement trop limité encore en MMA. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet avec Bobby Green, enfin King, contre, donc qui a légalement changé de nom, qui affronte la racaille Paddy de Paddy Pimblett. Donc l'UFC, donc dernier combat de Paddy Pimblett sur son contrat UFC. Paddy Pimblett qui à nouveau reçoit un vétéran après sa victoire contre Tony Ferguson. Paddy Pimblett qui compte quasiment autant de combats que Bobby Green, enfin que King n'a de victoire, de défaites tout court, puisqu'il y a 15 défaites quand même pour King et 21-3 je crois pour Paddy Pimblett. Donc enfin bon. C'est vraiment bizarre de l'appeler King quand même. Oui, non, mais on va continuer de l'appeler Bobby. Et parce que c'est vraiment, imagine, toi, tu changes ton nom légalement pour t'appeler Beau Gosse, quoi, limite. Appelle-moi comme ça maintenant, s'il te plaît. Et donc voilà, donc choc intéressant, choc des générations. Et vraiment, vraiment serré, parce que c'est vrai qu'à la différence d'un Tony Ferguson, oui, Bobby Green, il y a beaucoup de défaites, beaucoup d'expérience aussi, et pas du tout cet impact à chaque fois qu'il y a des défaites, mais on a toujours le sentiment qu'il est bien en place face à un Paddy Pimblett, qui tarde à avoir une performance de référence à l'UFC et à pleinement, on va dire, convaincre sur son potentiel. Parce que c'est vrai qu'on a... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas du tout où est la limite pour Paddy Pimblett, et j'ai même envie de dire, Bobby Green, c'est son niveau, et je sais vraiment pas qui va gagner.
Ouais, ça va être super intéressant et je ne sais pas non plus parce que, en fait, Bobby Green, qui est connu pour son anglaise majoritairement, c'est un des mecs. Alors littéralement, vous ne pouvez pas plus baisser les mains dans un combat que Bobby Green. C'est s'il pouvait les coller au sol, il le ferait. T'as Mais ça veut l'impression. pas dire qu'il baisse les bras pour autant. Oh waouh, effectivement. Mais euh, ça t'es fier, ça. Hein. Mais mais c'est vrai, et en fait, c'est parce que c'est un gars qui compte beaucoup sur ses réflexes, ses mouvements de tête, ses déplacements, ses mouvements de buste également, pour te pousser à essayer de le toucher avec toi, avec tes poings en anglaise. Et il est extrêmement bon contreur, il est très très slick, comment est-ce qu'on dirait en français? Il est très très slick, Agile, agile, roublard, roublard roublard. peut-être. Ouais, il est affûté peut-être, affûté roublard, peut-être un ensemble des deux. Ouais, mais voilà, il a tellement roulé sa bosse, il est tellement expérimenté avec ce style particulier, main basse, j'attends que tu me touches et je contre. Et il est très rapide aussi, il est rapide et précis quand il renvoie, que on a vu des gars réussir à le gérer et disposer de son style et trouver la faille. C'est un peu comme les Diaz en fait. C'est si tu comprends leur style et que tu as ce qu'il faut, c'est pas un puzzle le plus compliqué. Par contre, si tu n'arrives pas à mettre en place ce qu'il faut pour contrer leur style, tu passes une sale nuit, une sale nuit. Donc, pour Bobby Green, ça va être de rester debout et d'essayer d'enclencher son anglaise, d'essayer de trouver son rythme et son timing contre Paddy Pimblett pour l'assaisonner petit à petit jusqu'à trouver la faille finale, hein, probablement. Et pour Paddy Pimblett, dans la théorie, il a plus d'armes. Déjà, c'est quelqu'un qui, quand il est debout, alors il a des mains qui font mal aussi. En fait, on l'oublie un peu, mais il fait mal. Il cogne dur quand même, Paddy Pimblett, avec son anglaise. C'est juste qu'il a un style qui fait que lui-même, il a le menton en l'air. Enfin, pas Bobby Green, mais enfin, lui, c'est un peu moins volontaire, tu vois. Dans son style, t'as vraiment l'impression que parfois il met des coups un peu comme ça. Hop, après, il revient. C'est très bizarre. Mais ça peut être voilà un style qui, c'est comme ce qu'on dit toujours à la Deontay Wilder. Bon bah oui, personne ne dit il faut apprendre ce style dans une école de boxe. Enfin, si ça marche, ça marche. Bon, en l'occurrence, ça marche moyen parce que il est quand même très perméable en anglaise et il prend beaucoup de coups sur son menton. Paddy Pimblett. Jusqu'à présent, ça a tenu, mais enfin, les mentons, voilà, c'est friable et on sait que c'est un peu à crédit. Donc, il est perméable en anglaise, mais lui-même frappe dur Paddy Pimblett, donc il y a quand même un petit peu, il peut maintenir en respect les gars. Il a un bon jeu de kick, et contre Tony Ferguson, on l'a vu beaucoup, beaucoup de middle, beaucoup de low kick, et je pense que c'est plutôt sur ça qu'il va miser contre Bobby Green, parce que ce qui est généralement dit, c'est contre quelqu'un qui a beaucoup de mouvements de tête, qui est très évasif quand tu essaies de lui toucher le visage, eh ben, faut toucher le corps, parce que le corps, ça bouge pas aussi facilement. Et non seulement ça bouge pas aussi facilement, mais quand tu fais beaucoup de mouvements de tête et que tu es très évasif en termes de buste tu peux difficilement faire ça et en même temps bouger et avoir un jeu de jambes mobile. Il faut que tu sois un peu ancré pour faire ça. Donc, un gros kicker, ça peut être la solution face à King, ouais, enfin Bobby Green. Et voilà, je pense que debout, ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire beaucoup de kicks pour essayer de péter les appuis de Bobby Green de la part de Paddy Pimblett. Des échanges où je pense qu'il aura l'avantage en termes de rapidité et de précision Bobby Green, mais à voir, puisque la distance peut être un peu bâtarde, puisqu'il se tiendra un peu plus loin, je pense, Paddy Pimblett. Mais c'est surtout que je pense qu'il aurait tout intérêt à essayer d'amener Bobby Green au sol. C'est pas si facile, Ouais. c'est pas aussi facile Non. qu'on le croit. Oui, il l'a fait très facilement Islam Makhachev, mais enfin c'est Makhachev. Mais sinon, de manière générale, c'est pas si facile en réalité. Donc, enfin, oui, c'est un spécialiste de l'anglaise, mais il est quand même très expérimenté et il n'est pas là pour rien. S'il était, si Bobby Green n'était pas Attends, j'arrive pas avec cette phrase. Il est à l'UFC, c'est pour une raison, c'est parce que voilà, sa défense de takedown, c'est pas non plus du beurre, quoi. Et mais si ça va au sol, quand même, oui, bien sûr, je mets un gros avantage à Paddy Pimblett, mais encore une fois, à voir jusqu'à quel point. Parce que il est chaud au sol, mais enfin, Donc Rusty, pronostic final. Moi de mon côté, je vois une victoire de Paddy Pimblett par soumission au deuxième round. Après une petite frayeur dans le premier, mais je pense qu'il ne se fera pas éteindre par Bobby King. Bobby Kick. Mais oui, et puis il y a un truc aussi qu'on n'a pas forcément dit, mais c'est que Bobby Green, il est très très chaud en anglaise, mais
ça fait plusieurs combats assez récents où il se fait toucher quand même. Il s'est fait mettre KO contre Jane Turner et contre Jim Miller, il a pris un knockdown. Ou en tout cas, il n'était pas bien du tout plusieurs fois. Jim Miller, c'est pas le mec contre lequel normalement tu prends des knockdowns en anglaise, quoi. Alors il y a des incertitudes, certes, mais donc je me dis même peut-être que Paddy Pimblett peut le choquer debout potentiellement. Donc je vais dire Paddy Pimblett, mais peut-être ouais, allez, peut-être par KO TKO au deuxième round. Allez, affaire à suivre. Et la place au co-main event, le choc que tout le monde attend en France. Curtis Blades contre Tom Aspinall, c'est un peu le main event officieux, donc pour le défense de titre intérimaire heavyweight de Tom Aspinall, l'enfant du pays. Ça va dépendre du Curtis Blades qu'on a, mais j'ai bon espoir d'avoir un grand Curtis Blades, parce que souvenez-vous, quand on revient un petit peu dans le passé, donc Curtis Blades qui sortait d'une victoire contre Rosenstruck, qui était sur le papier sa kryptonite, hein, parce que on sait que Curtis Blades, dès que vous avez la puissance de KO, bah c'est un peu compliqué pour lui. Il s'impose contre Jairzinho Rosenstruck, il s'impose contre Chris de Chaos, et là on commence à se dire, oh, est-ce qu'on n'aurait-il pas un nouveau Curtis Blades qui est là, debout, il est en confiance, Co. Combat contre Thomas Spinal, oui, c'est le premier à avoir battu Thomas Spinal à l'UFC, puisqu'il s'est imposé par TKO en 15 secondes. Donc franchement, bravo à Curtis Blades. Le problème, c'est que dans la foulée ensuite de cette très belle victoire contre Thomas Spinal, il y a eu le combat contre Sergei Pavlovich et la patatras, il est retombé dans ses travers en ayant déclenché les takedowns quand il était... Enfin, essayé de déclencher les takedowns quand il était trop tard, et il s'est fait mettre TKO par Sergei Pavlovich. Et donc là, après être sorti victorieux d'un combat contre Almeida, qui était en forme un petit peu de choc des générations pour l'UFC, pour essayer de faire une petite passation entre deux très bons gars au sol, eh bien, il y a ses retrouvailles face à Thomas Spinal, et donc il va essayer de confirmer, montrer que c'est bel et bien lui, la kryptonite de Thomas Spinal, et d'avancer contre lui. Ouais, ben, en fait, le problème, c'est que Ah merde, t'y crois pas. bah, j'y crois pas trop, ça dépend, parce que comme tu dis, comme tu me dis si souvent, ça fait des années déjà, c'est, tu sais, le jour où Thomas Spinal rencontrera peut-être un peu d'adversité, peut-être qu'on découvrira un nouveau Thomas Spinal. Bah peut-être, et ce serait donc là, en l'occurrence, en lutte, je pense, c'est les poids lourds, donc ils peuvent tous se mettre KO les uns les autres, et Curtis Blades peut mettre KO à Spinal, et l'inverse aussi, bien sûr. Mais s'ils ne se mettent pas de KO directement, qu'ils ont le temps de s'exprimer, bah effectivement, on a envie de se dire là où il peut faire cette différence, c'est sûrement dans la lutte. Enfin, déjà, on parle du combat contre Almeida, il s'est quand même fait poncer en lutte le premier round, hein, Curtis Blades. Je sais que c'est dur parce que oui, c'est un peu plus un light heavyweight qu'un heavyweight, Jayton Almeida, et surtout il est extrêmement talentueux au sol, mais quand même. Et donc ça me rassure pas forcément des masses. Mais avant Almeida, voilà, on l'avait vu maintes et maintes fois Curtis Blades. Quand il utilise sa lutte, il est difficilement arrêtable. Et quand il l'utilise bien, parce qu'il y a aussi l'Eric Lewis où bah, il arrive comme ça en mode alors je t'annonce que j'arrive en takedown, et donc il se prend un uppercut de l'enfer. Mais sinon, quand c'est fait un peu différemment, il est. Bah non, en vrai, c'était ça. Contre Mark Hunt, voilà, il est complètement mais en PLS, et il arrive à mettre Mark Hunt au sol sans trop de problème. Bon, c'est Mark Hunt, mais voilà. Mais de manière générale, les autres aussi. Mais j'attends de voir s'il a cette capacité contre un Thomas Spinal qui, en plus, son style, c'est vraiment pas évident. Parce que Thomas Spinal, j'ai rematé. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas long de remater tous les combats de Thomas Spinal. Mais c'est incroyable. Il est tellement mobile, il est tellement aérien, il est tellement léger sur ses appuis. Et quand il cogne, mais tellement dur, Thomas Spinal. Parce que vous regardez les combats contre Tibura, contre Spivak, contre bah, Volkov, il n'a pas trop eu le temps, mais bah, contre Pavlovich. C'est il fait tellement mal pour un gars qui normalement est aérien comme ça, Thomas Spinal. Mais donc, qui dit aérien, et c'est aérien dans le sens très léger, ce qui lui permet, alors il a beaucoup de mouvements latéraux, donc pas facile à verrouiller, beaucoup de mouvements aussi avant-arrière, avec ses feintes constantes d'entrée là constamment, il les fait à une vitesse, ces feintes là, c'est assez impressionnant. Donc c'est pas facile pour un lutteur de venir chercher un style comme celui-là, comme Thomas Spinal. D'ailleurs, je crois que bon, c'est parce qu'il y a peut-être pas eu beaucoup de gens qui ont tenté, mais je crois que Thomas Spinal, il a là l'un des deux ou trois meilleurs des trois meilleures statistiques en termes de temps passé au sol ou sur son dos, de défense de takedown. Enfin, c'est
Un peu comme à l'époque Kamaru Usman ou John Jones avant qu'ils prennent leur premier takedown, tu vois. Donc, ça va pas être facile pour Curtis Blades d'aller chercher, de mettre la main sur Thomas Spinal et de le mettre au sol. Maintenant, je suis très curieux de savoir s'il arrive à le faire, comment est-ce que ça se passe, s'il arrive à vraiment genre verrouiller ses mains derrière ou lui choper une jambe ou le mettre au sol, comment ça se passe. Mais je sais pas si on aura l'occasion de voir ça parce que debout, effectivement, Curtis Blades fait mal. Curtis Blades est un poids lourd et Curtis Blades est propre. C'est-à-dire que il a une belle Non mais oh là là, propre en termes de style de combat. Euh, Et donc, et c'est pour ça que quand il met des coups, il les met vraiment. C'est beau, il a une belle mécanique de frappe. Il fait pas mal pour rien. C'est pas que le fait qu'il soit poids lourd qui le choque. C'est vraiment le combat. Les, il met des beaux directs, il met des beaux crochets. Enfin, c'est beau quoi. Même des beaux low kicks, c'est beau. C'est vraiment des beaux mouvements. Maintenant, effectivement, quand il a un gars qui est très rapide devant lui ou qui peut envoyer rapidement plusieurs coups, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Parce que oui, il a le pouvoir de choquer, mais enfin, contre Pavlovich, quand Pavlovich direct a commencé à enclencher la seconde, il était déjà très rapidement perdu. Curtis Blades. Et il y en a un qui sait enclencher la seconde, troisième, quatrième dès les 30 premières secondes d'un combat. On va voir s'il le prend comme ça, Thomas Spinell. Il va peut-être essayer de le gérer cette fois-ci pour montrer un peu plus. Mais s'il y en a un qui sait enclencher et enclencher très vite, c'est Thomas Spinal. Et il met des combinaisons à une vitesse vertigineuse. Il te dépasse à une vitesse vertigineuse, Thomas Spinal. Enfin, il y a tous les KO que vous allez voir Thomas Spinal à l'UFC, ça va trop vite. Ça va trop vite pour les poids lourds, quoi. Donc, j'aurais tendance à croire que Thomas Spinal va avoir l'avantage et peut-être assez rapidement debout contre Curtis Blades. Il a la capacité, Thomas Spinal, de vraiment désinfecter Blades en 1 minute. Vraiment, il peut le faire. C'est juste qu'il faut qu'il y aille d'une manière où il prend pas trop de risques parce que Thomas Spinal, voilà, les premières secondes aussi contre Pavlovich, il en prend. Il a un gros menton visiblement parce qu'il en prend et même si lui, Thomas Spinal dit qu'il aime pas prendre de coups, bon, il les encaisse en tout cas sans trop de soucis. En même temps, enfin, mater la tête, c'est un extincteur le truc. Mais donc je pense que debout, ça peut vraiment aller très vite à l'avantage s'il ne fait pas trop d'erreurs et qu'il fait attention de Thomas Spinal. Mais je serais très curieux. Je serais très curieux que ce soit Thomas Spinal, comme il l'a fait contre les Volkov, contre les Arlovski, que ce soit un Thomas Spinal qui décide d'amener Curtis Blades au sol et de le saucissonner au sol. Parce que s'il fait ça, je trouverais presque ça encore plus impressionnant, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu une question de ça pourrait potentiellement être serré s'il arrive à s'exprimer Curtis Blades, mais je pense que ça ira trop vite et qu'il n'arrivera pas à s'exprimer. Je pense. Oui, on connaît l'histoire de toute façon avec. Bah, c'est ça. Et je pense que Thomas Spinal n'aura pas trop. Enfin, ça peut très mal se passer aussi si Thomas Spinal se dit j'ai envie de prouver quelque chose contre Curtis Blades. Est-ce que c'est le moment, tu vois, de jouer un peu avec ça? Je pense pas non plus. Et c'est pour ça que je vois une victoire par KO TKO Thomas Spinal round 1. Ouais, ouais, moi je vais mettre round 2 juste parce que je me dis peut-être qu'il va vouloir y aller un peu plus tranquille et avoir un peu de temps dans l'octogone, Thomas Spinal. Bon, jusqu'à maintenant, parce que s'il y a bien un moment où il aurait dû le faire, c'est juste après être revenu de sa blessure en 15 secondes. Il est revenu comme d'hab, comme une fusée dès les premières secondes. Il tank, il essaye vraiment de faire la différence. Donc, à mon avis, ce sera comme ça aussi, je pense. Ouais, et puis et même contre Pavlovich, hein, je veux dire contre Pavlovich, par exemple, là, ces deux défaites, que ce soit contre Volkov ou contre Thomas Spinal, à chaque fois, ça a été du côté du striking. On ne l'a pas vu tester dans le domaine du sol depuis le combat contre Alistair Overeem, et au regard du bagage de Thomas Spinal, enfin, tu vois, on aurait pu se dire qu'il allait essayer de l'amener dans ce domaine-là, et au contraire, il a préféré pour moi, prendre des risques, parce que c'est vrai que c'était quand même chaud, et enfin, le combat est court, mais particulièrement stressant si vous étiez Thomas Spinal au cours des premières secondes. Donc t'as aussi cet amour, je pense, du risque du côté de Thomas Spinal. Donc pourquoi pas effectivement aller du côté de Rust et se dire on va voir ce que donne mes skills contre les skills de Curtis Blades. Venez de mon côté. Ouais. Allez, on est bien. Allez. On est bien de mon côté. Et on avance avec le main event. Léon Edwards contre Belal Mohamed. Belal Mohamed qui, selon son coach de striking, enfin son coach de boxe anglaise, hein, désormais
a des skills comparables à ceux de, je cite, un Canelo Alvarez. Accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. On a un tout nouveau Belal Mohamed qui peut également compter sur un game plan concocté par Habib Nurmagomedov, l'illustre Habib Nurmagomedov. Bon, Big Rusty, est-ce qu'il peut créer l'exploit Belal Muhammad pour cette revanche face à Leon Edwards? On rappelle le premier combat, il y avait eu un high poke terrible de Leon Edwards sur Belal Muhammad qui avait précipité l'arrêt du combat. Et pour rappel, parce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, pour celles et ceux qui l'ignorent, le combat Thomas Spinal-Curtis Blades, ça s'était arrêté en 15 secondes parce qu'il s'était blessé au genou. Thomas Spinal, hein, oui, c'est un TKO sur le papier pour Curtis Blade, mais c'est juste dû à la blessure de Thomas Spinal. Donc en gros, si vous voulez, il n'y a pas eu de combat. Alors, Leon Edwards contre Belal Muhammad. En fait, bon, je vais préfacer en disant c'est du MMA, comme ça on se couvre, tu vois, c'est du MMA, tout peut arriver. Sean Strickland contre Israel Adesanya, Matt Serra contre Georges Saint-Pierre, Ronda Rousey contre Lyon. Il peut se passer des choses complètement inattendues qui déjouent tous les pronostics et nous font nous dire mais finalement, que sait-on de ce sport quand on voit de telles surprises? Mais donc j'ai rematé les combats récents de Léon et de Belal. Normalement, Léon va cartonner Belal. Normalement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Belal, son style et son fort, c'est... Bon, déjà, les bails de... maintenant, c'est Canelo Alvarez en boxe anglaise. Il fait des progrès, bien sûr, Belal Mohamed. Mais enfin, bon, déjà, structurellement, il y a un truc qui est terrible, mais tu sais, les fameux fast twitch muscles et slow twitch muscles. Enfin, en gros, tu, même si tu t'entraînes comme un fou, si tu n'as pas de capacité athlétique à la base qui font que tu es très explosif et très rapide, déjà c'est très compliqué de te comparer à Canelo Alvarez. C'est-à-dire qu'il peut s'entraîner autant qu'il veut. Malheureusement, il y aura une rapidité qu'il n'aura jamais, Belal Mohamed. Il y aura une explosivité qu'il n'aura jamais. Donc, en anglaise, il fait des progrès, il a un rythme très étrange. À chaque fois, il fout un peu des faux rythmes, Belal Mohamed, où il est un peu lent, mais parfois il arrive quand même à te choper parce qu'il arrive à envoyer des coups qui sont assez longs. Et puis, voilà, il a un timing et un rythme bizarre. Sa manière d'avancer, particulièrement il l'a fait dans ce dernier combat contre Gilbert Burns, mais il change beaucoup de garde, il fait des déplacements un peu étranges, etc. Mais enfin, c'est maîtrisé, c'est contrôlé, mais c'est bizarre à combattre, quoi. Ce qu'il aime beaucoup faire généralement contre des gars qui sont des strikers prédominants, c'est de les amener au sol et de les poncer. C'est notamment ce qu'il avait fait contre Wonderboy et contre Vicente Luque. Wonderboy, il lui avait mis la pression de manière étouffante, il l'avait cadré, il l'avait mis au sol et il l'avait battu au sol. Et contre Vicente Luque, par contre, c'est Luque qui en revanche le combattait après celui de Wonderboy et qui s'était dit alors moi je vais essayer de pas justement faire en sorte qu'il avance sur moi parce que donc je lui donnerai tous les avantages si je me mets moi-même le doigt à la cage. Donc Vicente Luque avait chassé, c'était son game plan, chasser, mettre la pression et lui le mettre doigt à la cage, Belal Mohamed. Et ça avait un certain succès, même si du coup le côté un peu bizarre et étrange de Belal Mohamed faisait qu'il n'arrivait pas, Vicente Luque, à réellement, très clairement prendre l'avantage debout non plus, étrangement. Mais c'est surtout que Belal Mohamed, avec tous ses mouvements latéraux de gauche à droite, un peu dynamiques, etc., un peu... il est arrivé à plusieurs fois dans le combat, et une fois qu'il t'a mis au sol, tu ne te relèves pas, mettre Vicente Luque au sol, qui du coup, tu sais, était en train de le verrouiller, machin, et à un moment donné, il te plonge dans les jambes. Et une fois qu'il te met au sol, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de t'en sortir contre Belal. Donc, c'est ça ses forces. Contre Sean Brady, il avait mis TKO Sean Brady, c'est vrai, mais enfin, Sean Brady, c'est un lutteur lui-même qui n'était pas connu pour son striking, et tu sentais que Belal Mohamed n'avait pas peur du striking de Sean Brady. Il était en toute confiance, donc c'est un peu différent. Mais superbe game plan et superbe application. Absolument, magnifique. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il tombe contre Leon Edwards. Leon Edwards, c'est vraiment peut-être l'un des combattants les plus complets qu'on ait à l'UFC actuellement. Et il est complet et il est vraiment vif. Alors, il n'y a pas beaucoup de finish, certes, mais il est vif. Je crois qu'il y avait une stat comme quoi sur les 8 dernières années, les deux n'ont eu que deux arrêts, enfin que deux finishes, un truc comme ça. Mais la différence, c'est que c'est parce que Leon Edwards, vraiment,
il te démantèle, il te décortique et tu ne peux rien faire contre lui. C'est probablement que si Leon Edwards prenait un peu plus de risques, il terminerait ses gars sans trop de soucis. C'est juste qu'il est en mode je les gère sans aucun problème. Et là où je pense que ça va être très compliqué contre Leon Edwards pour Belal, c'est que c'est pas comme s'il y avait un endroit très clair où Leon Edwards a des grosses lacunes. Il est très fort en lutte maintenant, Leon Edwards. Il est très difficile à mettre au sol, Leon Edwards. C'est une masterclass, son deuxième combat contre, enfin, du coup, son troisième contre Leon Edwards, une masterclass de lutte défensive et prévention de la lutte. Quand il est au sol, il se relève sans difficulté. Et debout, c'est un enfer. Debout, c'est un enfer. Le premier combat d'ailleurs entre Leon Edwards et Belal Muhammad était très clairement à l'avantage de Leon Edwards, qui le gérait sans aucune difficulté. Il avait pris sa distance, Leon Edwards. Belal Muhammad n'arrivait pas trop à le toucher, à part quelques petites jabs de temps en temps, mais sinon, c'est Leon Edwards qui mettait la pression à Belal Muhammad, donc, et qui le poussait à, s'il veut utiliser sa lutte, Belal Muhammad à le faire de manière en réponse à, et donc à avoir ce petit, et pour Léon, avoir cette petite demi-seconde d'avance lorsqu'il doit défendre la lutte. Il avait mis la pression et il avait trouvé déjà sa distance avec ses directs et très rapides. L'avantage de vitesse, il sera évident pour Leon Edwards, je crois. Et avec ses directs, il arrivait à faire mal et à maintenir en respect Belal Muhammad. Et Leon Edwards était en pleine confiance, mais vraiment en pleine confiance. Et là, le Leon Edwards, maintenant champion de surcroît, on l'a vu, il y a eu un step-up. Il y a eu ce fameux truc dont parle Teddy Atlas 2, quand les mecs deviennent champions, certains, ils prennent 20% de plus en compétences. Leon Edwards, c'est ça. Donc, debout, ça, avec ses kicks, je pense qu'il arrivera à maintenir en respect aussi Belal Mohamed avec ses kicks, notamment ses front kicks, quand Belal Mohamed va essayer de changer de garde, etc. Un peu comme ce qu'il a fait contre Colby Leon Edwards. Et puis de feintes, en fait. Énormément de feintes, beaucoup d'informations de la part de Leon Edwards. Tu sais jamais vraiment d'où ça vient et de quel angle et avec quelle partie du corps il va envoyer Leon Edwards, et il te maintient vraiment dans cet état d'alerte constant. Et c'est ça, je pense, qui va faire la différence. C'est que Luque, il en faisait pas beaucoup de feintes ni quoi que ce soit, donc il était un peu plus prévisible et il était un peu plus facile à lire. Leon Edwards, il a tout. Il a la gestion de distance. Quand il frappe, il fait mal malgré tout, merci, même s'il termine pas, il te maintient en respect avec la puissance qu'il arrive à dégager. Il est très bon contreur, et c'est ce qui marchait d'ailleurs même dans les premières minutes contre Belal Mohamed. Donc il te pousse un peu à la faute, il te pousse en te faisant paniquer, en faisant énormément de feintes, en te mettant la pression, il te pousse à envoyer, et quand tu envoies, bah, il a l'avantage de vitesse, il a l'avantage de coup d'œil, il a l'avantage de timing, il a l'avantage de précision, donc il te chope. Ah ouais, c'est tout ça en même temps. Tu vois, j'ai réussi finalement à faire vivre un petit peu ce que vous vivez contre Leon Edwards. Donc, je, c'est là où c'est chaud, c'est qu'en fait, je me dis, si jamais il n'y a pas d'erreurs qui sont faites du côté de Leon Edwards, je ne vois pas où est-ce que Belal Mohamed peut le surprendre ou avoir l'avantage. Eh ben voilà, pareil pour moi, ouais, non, non, ouais. Oui, non, victoire de Leon Edwards par décision unanime de mon Ce serait bien côté. qu'ils finissent quand même, en fait. Je pense, ouais, c'est ce que je me dis, mais par rapport à, il peut le finir, il peut le Ah, il finir, peut, largement. il peut le finir. Ouais. Ça dit là, je me base juste sur l'historique, mais sinon oui, c'est vrai. Allez, victoire par TKO de Leon Edwards, 4e round, je pense. Allez. Et oui, et aussi, j'ai oublié de dire un truc, c'est que le premier combat, pour dire à quel point Leon Edwards, et c'était quand il n'était pas champion, hein, quand il n'était pas encore passé Super Saiyan, là, mais c'est que il lui-même engageait le clinch avec Belal Mohamed contre la cage. C'est-à-dire que même les endroits où tu te dis, alors oui, c'est son fort le clinch, mais quand tu vas en clinch, c'est-à-dire que tu augmentes aussi tes chances, vu que tu es au contact, que l'adversaire te mette au sol, ou en tout cas qu'il tente des amener au sol, puisqu'il a lui-même la main aussi sur toi. Et pourtant, c'est Leon Edwards qui engageait les phases de clinch contre Leon Edwards, donc contre Belal Mohamed. Donc ça veut vraiment dire à quel point il n'avait vraiment pas peur et il avait confiance en son sol et en le fait que Belal Mohamed n'allait rien pouvoir faire contre lui, même avec la main dessus. Bah, juste pour vous rajouter un petit peu un étage au gâteau, tu vois. Ouais, Donc oui. oui, donc pareil en prono, je vais dire. Maintenant, en fait, le problème c'est que j'ai un peu du PTSD de Sean Strickland contre Adesanya, mais enfin bon, quand même, tellement total de démantèlement total de Leon Edwards, petit à petit, qui fait que au bout d'un moment, il arrive à, ouais, voilà, à troisième, quatrième round, je me dis ouais, peut-être quatrième, cinquième, où Leon Edwards va mettre fin
à cette espèce de toréador. C'est quoi? Ouais, de tauromachi, Tauromagie. je crois, hein. En Je gros, il y a un crois. taureau, il y a un toré, voilà. Enfin, je maîtrise pas le vocabulaire. La corrida, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà la corrida. Ah, foiré. Alors, du coup, shout out à ma Sweet Pea. Sweet Potato, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Ils font donc des fringues, des... moi aussi j'ai un De la petit brain nourriture. fart. Des... Pardon? Ouais, des compléments, Mais des oui, suppléments. des compliments, des barres protéinées, donc voilà, moins 30% minimum avec le code la sueur. Il y a des promos en ce moment sur tout My Sweet Pea, et donc vous avez un pourcentage supplémentaire avec l'utilisation du code la sueur. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, boissons énergisantes, des saveurs banger. En plus, la gamme énergisante, il y a le mode focus qui vous permet d'être vraiment concentré avec Big Rusty. Enclenchez votre mode focus. Enclenchez votre mode focus, c'est testé, approuvé, parce que vous avez vraiment, vous n'avez pas le sentiment d'avoir vraiment le pic d'énergie. C'est vraiment quelque chose de constant et qui est vraiment agréable Ouais. par rapport aux autres boissons de ce type. Et donc avec le code LASSUEUR5, moins 5€, et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSUEUR10, moins 10%. Shout out à Onae, les savons les plus badass du game, tout simplement. Et puis surtout que là, on a sorti des nouveaux petits bangers. Fuego Loco. Fuego Loco. Donc, citronnelle à chaque fois. À chaque fois, il y a là aussi de nouvelles senteurs, de nouveaux parfums absolument incroyables. Les deux nouveaux bangers, Fuego Loco et Yuzu Dragon, c'est disponible sur onae.fr. Code la sueur 10, moins 10% là aussi. Et puis le gentilhomme, qui est le soin visage, passe à 9,90€ pour qu'il soit plus abordable pour tous. Tout simplement, Shea. I'm fucking coming for you!